Bonjour. Donc nous sommes ici appelés aujourd'hui, ce samedi 15 octobre, pour débattre d'un sujet qui est la révolte en Libye. Entouré de Atman, bonjour, Douaïb, Kader, et Hamid qui ne peut pas venir à ce moment, puisqu'il est au téléphone. Donc, première question concernant ce débat sur la Libye. Quelle est l'origine du conflit? Atman. Bon, alors, la Libye, c'est un pays, donc une Jamaïlia, que Kadhafi a construit après une révolution, donc une révolution contre le roi Hanek. Snossi, d'accord. Et donc, il a eu 42 ans de règne sans partage sur la Libye. Donc, il a construit un système non démocratique, un système qui ne suivait ni le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Il a fait un système basé sur des associations, des assemblées populaires et donc ses propres idées à lui, quoi. Donc, on a suivi que ses propres idées. Et il y a eu donc en fait un manque de liberté totale, de toutes les libertés, d'expression, liberté individuelle, des choses comme ça, qui a engendré en fait après un chômage des jeunes. On a eu donc 30% de chômage sur les dernières années. Donc on a dit un manque de liberté d'expression, et il a commencé à y avoir des révoltes. Donc ce qui a causé en gros une première révolte qui s'est déclenchée à Benghazi. Exactement. Alors, il y a eu des troubles. En fait, il y a eu des troubles déjà en janvier. En janvier, il a commencé à y avoir des troubles. Donc, des troubles effectivement à Benghazi sur les revendications sociales et économiques, qui a en fait généré un soutien au prix et des choses comme ça en janvier. Et donc, ils ont soutenu, comme on fait ici en Algérie. Donc, on répond à la revendication populaire, pas par des solutions, mais par de la facilité en subventionnant les produits de première nécessité, des choses comme ça. Ça n'a pas suffi, après 42 ans de règne, ça n'a pas suffi. Il y a eu toujours des manifestations, des revendications, notamment le 15 février. Donc, un militant des droits de l'homme a été emprisonné à Benghazi, un avocat dont j'ai oublié le nom. Bref. Et en fait, il y a eu des manifestations, des centaines de personnes qui sont sorties à Benghazi pour donc réclamer en fait la libération de ce militant des droits de l'homme. Ce qui a été, ils ont tenu les rassemblements pendant, je pense, 2 jours exact. Le militant a été libéré 2 jours après, mais ça n'a pas, 1 ou 2 jours après, ça n'a pas calmé les gens. Et les gens sont restés sur place, ont continué à manifester. Donc, Marwan, selon toi, quelle est l'origine du conflit libyen? C'est simple, selon moi, nous ne pourrons pas comprendre le conflit libyen si on n'analyse pas sociologiquement la société libyenne ou la population libyenne. Donc, il faut savoir que c'est une organisation tribale et qui remonte à loin, ça date de plusieurs siècles.
Elle était là, par exemple, quand il y a eu la colonisation italienne, elle était là avant Kadhafi, après Kadhafi, et elle existera sans doute dans les années à venir, ou peut-être les 50 années à venir, je ne sais pas trop. Bref, donc je suis parti sur cette piste sociologique, j'ai fait quelques recherches, et des données que j'ai, c'est que sur la population libyenne qui est de 7 millions, il y a quand même plus entre 60 et 100 tribus différentes. Le fonctionnement des tribus, c'est un groupe d'hommes entouré, enfin, un groupe d'hommes plutôt, qui a à leur tête un chef de tribu. Et ce chef de tribu, c'est lui qui joue le rôle en quelque sorte de porte-parole ou de dissident. Donc c'est le chef de tribu qui décide pour tout l'ensemble des hommes, des femmes qui sont dans sa propre tribu. Donc, comme m'a dit mon compatriote Atman, on impute souvent le manque de démocratie ou de liberté d'expression à Kadhafi, alors que c'est une imprécision, c'est pas réellement le cas. On connaît les organisations tribales qui ont un chef qui parle au nom de tout le monde, empêche automatiquement la population ou les hommes en tant qu'individus seuls de s'exprimer. Donc c'est un problème qui est beaucoup plus ancien que Kadhafi, il faut le savoir. Il y a aussi une chose importante dans l'organisation sociale de la Libye. Quand il y a plusieurs tribus, il faut savoir que chaque tribu a des intérêts, ce qui, par moment, crée des conflits entre des tribus et des alliances aussi. Donc une tribu A peut s'allier à une tribu B qui sont en contradiction par les intérêts ou qui ont des intérêts différents. La tribu C qui s'allie avec une tribu D, donc c'est très complexe comme problème. Voilà. Et ça, on a parlé la dernière fois, mais Atman, c'est ce qui empêche un petit peu de parler de peuple libyen. Parce qu'en fait, le peuple libyen n'est pas centré autour, il n'a pas, en quelque sorte, un destin commun. Ce qui est, en fait, pour chaque tribu, elle a sa propre vision, sa propre croyance, sa propre histoire, durant les différents conflits ou l'étape de l'histoire libyenne. Donc ce n'est pas une nation proprement dite. En fait, c'est pas exact, parce qu'il y a la notion de peuple, et peuple, ça a une définition un petit peu différente. Bon, la définition qu'on donne au peuple américain ou peuple diffère de celle du peuple français, elle est complètement aussi différente du peuple libyen. Donc, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a un traitement politico-médiatique un petit peu injuste, parce on dit souvent que le peuple libyen se révolte contre Kadhafi, alors que c'est faux. On sait très bien que la population libyenne est une somme de tribus, et chaque tribu a des intérêts. Donc il y a des tribus qui sont pro-Kadhafi parce que leur intérêt est auprès de Kadhafi. Il y a d'autres tribus, disons, mahgourines par Kadhafi, et du coup, ils sont contre sa politique. Donc c'est un petit peu complexe. Il y a un point aussi important dont je voudrais parler, c'est que Kadhafi, après avoir eu le pouvoir en 1969, a essayé de créer un semblant de nation où toute la population libyenne serait égale en droit, voilà, aurait grosso modo les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Et ça se voit dans son livre vert où il définit sa nation, le Jamahiriya, qu'il appelle Jamahiriya. Sauf que, la pratique, ce n'est jamais exact à la théorie. On sait très bien que Kadhafi a fait beaucoup d'injustice à certaines tribus, notamment celle de Benghazi. Il a joué sur les positionnements des tribus dans les centres ou les points de pouvoir, les centres de pouvoir dans la nation et les centres de décision. On sait très bien, par exemple, que l'armée est tenue par un nombre de tribus, la justice par un nombre de tribus, la politique par un nombre de tribus. Il
faut aussi souligner un point important, c'est que les chefs de tribus n'ont pas de mission politique. Je parle bien sûr dans la constitution libyenne qui est le livre vert de Kadhafi. Ils sont en quelque sorte empêchés de jouer un rôle politique. Et le rôle Taham, il est beaucoup plus sur la sécurité du territoire ou la sécurité de nation, bien que nation c'est un petit peu flou. Donc ils doivent jouer un rôle pour stabiliser la nation et d'assurer la sécurité du territoire libyen. Mais oui. En quelque sorte, c'est des chefs de régiment. En quelque sorte, voilà. On pourrait dire, si on peut faire des approximations, un petit peu comme je sais pas, des mini-présidents de leur tribu. En quelque sorte, ils doivent assurer tout pour leur tribu sans jouer un rôle politique, parce que le rôle politique est centré justement à la Kadhafi. Le Kadhafi qui, lui, se prend pour le guide de la révolution libyenne. Spécialement, je ne suis pas un président, je n'ai pas ce titre, et vous ne pouvez pas me parler en tant que président, je suis un guide de la révolution, je ne représente que moi-même, c'est moi-même qui représente l'esprit de la révolution ou de la lutte libyenne, de la révolution libyenne, je n'ai que moi-même, mais mon arme, voilà. Donc c'est un petit peu ça. Donc, quand on analyse le conflit libyen, on voit bien par exemple que tout a commencé avec une tribu située à Benghazi qui s'est rebellée contre le Kadhafi. Au début, ça a été un tout petit mouvement qui s'est élargi parce qu'il y avait d'autres tribus dans l'histoire un petit peu injuste à cause de Kadhafi justement, qui ont rejoint la résistance et qui se sont directement confrontés aux pro-Kadhafi, qui eux, depuis 1969, ont bénéficié de beaucoup d'avantages. Donc, il y a deux camps qui s'affrontent dans la même nation. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans les analyses sérieuses, qu'on parle de guerre civile. Il y a des gens, parce que c'est une guerre entre deux clans de la même population. Et là, il y a un problème qui se pose, c'est que la forme tribale encourage la guerre civile, et généralement, quand il y a une guerre civile, ça laisse beaucoup de traces, ça fait couler beaucoup de sang, ça bouleverse tout le pacte national, s'il y avait pacte national, et ça c'est très mauvais. Donc on doit se poser des questions. D'accord. D'accord, très bien. Donc tu as parlé de guerre civile, ce qui nous ramène à la deuxième question du départ. Donc, est-ce que c'est une révolution ou bien une révolte? Non, au départ, c'est une révolte d'une ou de plusieurs tribus injustement traitées par les partisans de Kadhafi au pouvoir depuis 1969. Donc il n'y a pas eu, on ne peut pas parler de révolution populaire, à mon sens on ne peut pas parler de révolution populaire si on va par exemple, si on la compare par exemple à ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte. Donc selon toi, Atman, est-ce que, la même question, est-ce que c'est une révolte ou bien une révolution? Alors, moi je n'ai vu des signes dans cette, pour moi, qui est une révolte, comme dans tous les pays arabes. Hein. Je n'ai vu que des signes de révolte. Donc, une révolution, c'est quand on change profondément les choses. Donc, voilà, un système, donc on change de système. C'est ça une révolution. Donc, ça commence toujours par une révolte contre un système oppressant et qui, en fait, déstabilise ce système. Et après, on essaye de faire sa propre révolution qui, en fait, est une révolution des esprits.
qui doit être faite. Donc, je ne pourrais pas vous citer de révolution, de révolte qui est aboutie à, on va dire, une démocratie ou là, un système idéal, parce que ces choses-là prennent du temps. La Révolution française a mis 5 républiques pour qu'ils aient un semblant de démocratie et de parole. Bon, donc ça a pris 200 ans. Bon. Et c'est passé par des périodes assez troubles. Donc, on ne peut pas parler vraiment de révolution. Donc, en arabe, on dit intifada. Sur le colloque de l'Ouatan, ils ont beaucoup disserté sur ça, le colloque dernier. Et ils sont tous tombés d'accord que c'était plus ou moins une révolte, plus qu'une révolution. Donc, moi, sur ce point-là, je pense que c'est ça, hein. Il n'y a pas autre chose. D'accord. Donc le déroulement du conflit en lui-même, ça s'assimile plus à une révolte qu'à une révolution. C'est la révolte de Al-Qabila, la plus grande tribu de Libye, qui est à l'est. C'est la tribu des... attendez que je retrouve mes notes, là, voilà. Des Warfallah, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, c'est la tribu la plus importante, donc, qui quand même représente, qu'on le veuille ou pas, une grande partie du peuple libyen. Donc, qui sont mécontents. La majorité est mécontente du système de Kadhafi. Donc, et ont commencé à se révolter, donc pacifiquement, par des actes, par des manifestations, et qui ont été ensuite opprimés de façon sauvage et radicale, sauvage et vraiment agressive par le régime de Kadhafi, qui, en fait, lui, détient les rênes du pouvoir politique et militaire et tout ce qu'on veut. C'est le chef de tout là-bas, donc il a quand même le contrôle sur tout. Donc toutes les exactions qui ont été faites dans les années de son règne, c'était sous ses ordres à lui. Donc on peut parler d'organisation de la société libyenne comme on veut, mais le fait est que le pouvoir, la répression, les massacres même, les massacres de 96, il a tué, selon certains chiffres, 1700 opposants. Donc ces massacres-là ont été perpétrés par Al-Kadhafi et pas par quelqu'un d'autre. Donc on se rend compte que c'est que c'est un système et un être sans pitié, un dictateur comme il y en a pratiquement plus sur la planète, à part les Coréens du Nord ou d'autres systèmes. Les systèmes d'Afrique noire, par exemple. Les systèmes d'Afrique noire sont plus... c'est aussi tribal et très... comment dire, des systèmes tribaux, très primaires, donc où l'un se soulève sur l'autre. C'est pas exactement un système totalitaire. C'est plus, en Afrique, c'est plus une inexpérience et une continuation d'anciens systèmes que, par exemple, la Corée du Nord, qui est un système complètement donc fermé. Mais ça a quand même amené un an plus tôt, en 1995, à la guerre du Rwanda. C'était deux tribus qui étaient opposées, les Tutsis et les Hutus. Ouais. On peut s'y assimiler le massacre de 1996 à une même révolte, à peu près, à un début de révolte. Voilà, à une révolte qui a fini par une guerre civile, oui, effectivement. Oui. Donc, il y a peut-être certaines similitudes dans dans l'organisation sociale
entre l'Afrique et la Libye, par exemple, mais il n'y avait pas comment dire, une personne qui détenait les rênes comme en Libye, qui prenait tout pour lui, quoi. Voilà. Donc, Marwan, tu n'es pas d'accord apparemment sur le déroulement du conflit. Donc, quelle est ta vision des choses? En fait, c'est pas sur le déroulement du conflit. Il y avait un point que Atman a soulevé et que je trouve imprécis, c'est que concernant la révolte, oui, c'est que ce n'est pas la tribu de Warfallah qui compte quand même 1 million une tribu de 1 million de personnes qui s'est lancée dans le conflit. En fait, la tribu de Warfallah, c'est vrai qu'elle est la plus importante en Libye, a rejoint le mouvement de protestation, a rejoint avant même l'intervention de l'OTAN. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'intervention de l'OTAN, les données ont un petit peu changé. Bref, vous avez dit aussi que par l'engagement de la tribu Warfallah, ça faisait une majorité, une part importante de protestation, ce qui est vrai, mais il faut aussi savoir que la population libyenne, c'est 7 millions. Et bon, 1 million de personnes qui ne se sont pas tous engagés dans la protestation, ça reste relativement peu. Ça représente quand même un septième. Ça représente un septième, mais bon, ce n'est qu'une tribu, mais il faut aussi compter les autres tribus. Il y a par exemple, si on avance un petit peu dans les déroulements des faits, on sait aussi qu'il y a eu une réunion la réunion des chefs de 61 tribus qui ont déclaré être contre ce qui se passait, contre cette guerre, parce qu'ils voulaient proclamer une sorte de loi qui amnistie une amnistie générale pour tous les contestataires et qui appelait à retour de la paix. Donc en quelque sorte, quand je vois par exemple ces 61 tribus, chefs de tribus, qui appelaient à choisir, si je peux l'appeler ainsi, une troisième voie, ni dans le conflit, ni dans le statu quo, c'est-à-dire on laisse Kadhafi et نسمحوا tout le monde au khlas. Ils ont choisi une troisième voie. En quelque sorte, Kadhafi, on va essayer de l'écarter, mais il faudrait que la paix revienne, il faudrait que la guerre civile cesse. Donc 61 tribus, ce n'est pas à négliger. Hein. Mais les 61 tribus, c'est quand même peu par rapport à la centaine qu'il y a. Enfin, j'ai dit entre 60, je ne connais pas le chiffre exact, mais quand même 61 tribus, même s'il y en avait 100, ça fait quand même une majorité. Hein. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, même le chef des Warfallah était présent à la réunion des 61 tribus, de la réunion des 61 chefs de tribus. Donc, on voit déjà que par rapport à la tribu de Warfallah, il y a une sorte d'hésitation. Donc, on ne veut pas la guerre directement à Kadhafi et on ne veut pas aussi sombrer dans la guerre civile et tout ça. Donc, ça reste quand même très complexe. Donc, si je peux te répondre sur ce point, oui. Je pense que malgré une initiative de paix là qu'on cite, Kadhafi, en fait, il a accepté que les initiatives de paix qui le maintenaient au pouvoir, l'initiative de paix de l'Union africaine, d'accord, qui a été d'ailleurs aussi rejetée par les gens du CNT et les rebelles. Donc, il n'y avait pas de discussion sur le fait qu'ils restent au pouvoir. Donc, en fait, il n'y avait pas de solution. Solution pacifique, malgré des appels comme celui-là, des appels de certaines personnes, en fait, même en Occident, qui appelaient à la paix, à la négociation. La Turquie a essayé de faire le médiateur.
si je me souviens bien aussi, la Russie. Donc il y a eu des initiatives comme ça de vouloir trouver une solution pacifique, mais ça n'a pas été possible. Donc je ne vois pas comment même un appel comme ça à la paix, un appel où une partie veut rester et l'autre partie veut que Kadhafi parte, un appel à la paix, c'est pas une résolution du conflit. En fait, c'est pas une résolution du conflit, mais justement, ça démontre un point important. Donc, il y a eu cette réunion qui ont proposé une loi pour amnistier les protestataires et appeler à une sorte de consensus pour régler le problème pacifiquement. Et là, on voit très bien que si ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait quelque part un intérêt à ce que ça aille dans la guerre. Et pour que ça aille à la guerre où on n'accepte pas le conflit armé, ça démontre qu'il y avait deux antagonistes qui étaient aussi puissants l'un que l'autre. Il y avait des antagonistes étaient tous les deux puissants. S'il y avait un qui était moins important que l'autre, bon, la partie majoritaire ou la partie la plus puissante aurait écrasé l'autre. Donc quel est l'intérêt à ce que ça aille plus loin, à ce que ça aille vers une guerre l'intérêt se trouve ailleurs, mais on ne va pas en parler tout de suite, j'espère dans quelques minutes. Mais ça me fait poser une question. On nous dit tout le temps que c'est le peuple libyen qui veut le départ de Kadhafi. On se retrouve dans un état où il y a deux clans, des zouches puissants au point d'aller se faire la guerre. Donc c'est pas normal. Donc en fin de compte, c'est pas la majorité des Libyens qui veulent le départ de Kadhafi. Chose qu'on nous raconte tout le temps. Hein. Donc ça, c'est un point important. C'est pour ça que on en parlait de peuple, d'organisation sociale. Voilà l'importance de cette approche-là. Donc ça a mené aussi à la création du comité national. Je peux donner juste une remarque? Oui, bien sûr. D'accord, on dit que c'est pas la majorité. En Égypte, il y a eu... c'est un peuple de 80 millions de personnes. Il y a eu une petite partie qui est sortie dans la rue demander le renversement du régime. Une petite partie. 1 million et quelques de manifestants les jours où il y a eu le plus de monde dans les rues. Donc, peut-être 2 millions. Donc, on n'a pas vu ça en Libye. On n'a pas vu, par exemple, sur les 7 millions, il n'y a pas eu, par exemple, 1 million qui sont sortis. Il n'y a pas des images, par exemple, des protestataires. On n'a pas d'image, par exemple, des protestateurs qui prouvent qu'ils sont majoritaires ou là. Il n'y a pas, si on voit par exemple les images, que ce soit sur la télé ou là, les photos prises par les protestataires, on voit très bien sur des images qui sont un petit peu en infériorité numérique, on le remarque par exemple. Il y a eu des manifestations dans toutes les villes, bien sûr. Et n'oublions pas que c'est un régime féroce. Non. Et tous les régimes sont féroces de toute façon. Et la peur de la répression a peut-être fait que ces gens-là ne sont pas sortis en masse, parce qu'il y a eu une répression dès le début. Mais là, vous soulevez un autre problème, c'est que s'ils ont peur, c'est que quelque part ils ne veulent pas se rebeller. S'ils pouvaient réellement se rebeller, ils n'auraient pas peur, ils sont là pour le combat. Donc c'est bizarre. Entre vouloir se rebeller et accepter de mourir, c'est deux choses différentes. Donc on est peut-être pour un changement et... Voilà, donc vous me dites quelque part que les gens veulent du changement, mais pas de la manière dont ça se passe. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre de dire que les gens ont voulu. On nous affirme que la majorité ou là une bonne partie veulent le départ. En fait, on constate qu'il y a peu de mobilisation. Il y a un hic quelque part. Si on veut le départ de quelqu'un, on se mobilise. Je ne pense pas qu'il y ait peu de mobilisation. En fait, c'est des petites villes. Enfin, petites villes. C'est-à-dire que ce n'est pas la capitale, comme en Égypte, où il y a une concentration de 18 millions de personnes.
c'est des villes périphériques, c'est des villes, villes qui ne sont pas la capitale, c'est des plus petites villes. Et il y a une faible population en Libye. Il y a, tu l'as bien dit, 7 millions de personnes. Donc, 7 millions de personnes, si on a une manifestation de quelques milliers, c'est quand même important. C'est quand même important dans un régime aussi féroce. Et il y a eu ensuite des défections de militaires et de gens qui donc on va peut-être rejoindre la question qui suit. Des défections, tu as des militaires qui ont en fait commencé à rejoindre la rébellion et ont donc voulu on créé le Conseil national de sécurité. Voilà. C'est une alternative. On créé un Conseil national à l'Est, à Benghazi, qui a été reconnu assez rapidement par certaines puissances comme le seul interlocuteur légitime comment on appelle ça ? De la révolution. Du peuple libyen. Et je reviens sur la notion de peuple libyen. Je vais vous donner la définition du Larousse qui englobe en fait un peu toutes les définitions, parce que là apparemment on prend la notion juste des notions, comment dire, avant la naissance des États, parce que après la naissance des États, il y a une définition supplémentaire de ce qu'est un peuple, et c'est ensemble de personnes définies par la région qu'elles habitent. C'est une définition du Larousse, donc que soient ces personnes organisées en tribus, en ce qu'on veut, elles habitent là même une région bien définie, qui est le territoire libyen, et donc la définition du dictionnaire, qui est une définition acceptée par la majorité, définition universelle, définition acceptée par une majorité de personnes, et définit bien que c'est, en fait, on peut appeler ça un peuple, malgré que ce soit des tribus avec des cultures et des organisations sociales peut-être différentes d'une tribu à l'autre. Donc, là, par rapport à la définition de population, enfin de peuple, il faut savoir que chaque idéologie politique définit le peuple de sa manière. Donc il n'y a pas de définition finie. D'ailleurs, si vous prenez par exemple la définition, je sais pas, selon la vision de Lénine, elle diffère selon la vision de quelqu'un d'autre. Donc, ça ne veut rien dire de prendre la définition du dictionnaire. Mais bon, si on veut être un peu plus juste, nous pourrions par exemple prendre la définition sociologique, la définition acceptée par les sociologues. Donc il y a le consensus des sociologues sur la définition de peuple, et là ils disent quelque part que ce qui constitue un peuple, c'est un groupe d'hommes partageant un avenir commun ou un projet commun. Alors que la Libye, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, la Libye. Parce que justement, il y a l'organisation tribale qui fait que, au lieu que les individus tous partagent un même avenir commun, il y a des tribus où chaque tribu a un intérêt, où elle peut se battre à une autre tribu, elle peut s'allier à une autre tribu, selon les conjonctures et les circonstances. D'ailleurs, ça a toujours été le problème de la Libye. Même durant la colonisation italienne, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, ça reste quand même beaucoup trop délicat.